Deuxième partie, communiquer en tant que sujet. Je disais que d'après moi, c'est un peu la même situation. La communication, il faut l'entendre exactement comme on peut entendre les arts martiaux. C'est-à-dire, il faut que s'approprier des techniques de communication d'une manière presque euh, automatique, mais il faut que le cerveau arrête de trop penser, mais que l'esprit soit bien fixe et qu'on sache bien comment vont les choses et que la posture vis-à-vis de toutes les situations soit parfaite, même de manière de pouvoir utiliser la force des autres contre eux-mêmes quand ils nous attaquent. Alors, communiquer. La communication est un échange interactif entre deux ou plusieurs participants doté d'intentionnalité réciproque et d'un certain niveau de connaissance, en mesure de faire partager une signification déterminée sur la base des systèmes symboliques et conventionnels de signification et de signalisation selon la culture de référence. Telle la définition fournie par les pionniers des études en la matière, Paul Václavic, dans les ouvrages intitulés Pragmatique de la communication humaine. Étude des modèles interactifs, des pathologies et des paradoxes. Alors, pourquoi? Parce que je sais que c'est un peu chiant, mais il dit plus ou moins tout. La communication est un échange interactif, ça c'est fondamental. On oublie toujours que qu'il soit interactif. Donc, soit j'écoute les autres et j'essaie d'être le plus semblable aux autres, soit j'essaie de m'imposer aux autres. Alors, l'interactif, c'est qu'il n'y a pas de communication si on ne communique pas d'un côté ou de l'autre. Si même la tribune ou les gens avec qui je parle ne communiquent pas avec moi. Des gens dotés d'une intentionnalité réciproque, donc il faut que, évidemment, si quelqu'un ne veut pas écouter, écoutera jamais, d'un certain niveau de connaissance, à mesure de faire partager une signification déterminée sur la base d'un système symbolique et conventionnel de signification et signalisation selon la culture de référence. Et là, nous venons au problème que j'avais évoqué au départ, c'est que souvent nous parlons d'une chose que les autres voient d'une autre manière. Et si nous parlons de cette chose dans la manière dans laquelle ils ne le voient pas, ils ne le comprennent pas, et si nous parlons de la même manière dans laquelle ils parlent, nous ne disons plus rien. Alors, communication hiérarchique. Tous les échanges de communication sont symétriques ou complémentaires. Symétriques entre personnes égales, complémentaires entre personnes qui n'ont pas le même rôle et ou le même pouvoir. En règle générale, chaque message politique est un échange complémentaire parce qu'un sujet cherche à influencer un objet. Donc, partons du fait que, puisqu'on parle de politique, nous avons dans toute l'interaction, notre intention n'est pas de nous faire influencer par les autres, c'est d'influencer les autres. Donc, c'est une communication qui est hiérarchique. Communication et politique. En politique, on part du principe que celui qui communique a un rôle plus important et détient plus de pouvoir de celui qui reçoit le message. Ce qui est absolument vrai pour ceux qui contrôlent la communication, les réseaux et même Internet, où règne une stupide et répandue illusion de démocratie. Cela est moins vrai dans la politique quotidienne. Dans la vie politique quotidienne, l'émetteur de messages est conditionné parce que l'on estime être la communication demandée par les gens et surtout par le politiquement correct, tel qu'il est codifié et imposé par les sommets. L'exemple, tous les partis nationalistes, presque tous, pour l'instant, il y a quelqu'un qui est fait, pour le moment, abstraction, je pense à l'AFD et à l'Aube dorée, mais la plupart des partis nationalistes, une fois qu'ils se rapprochent, entre guillemets, du pouvoir, l'exemple principal est l'Alliance nationale, ils commencent à parler le langage des autres, où ils tiennent une attitude forte par un discours mou. Alors qu'il faudrait faire exactement l'inverse. Il faudrait parler son propre langage, avoir une colonne vertébrale très forte et éventuellement tenir un discours mou dans le sens qu'on puisse arriver aux autres par un software de langage. Alors normalement, il y a un software de la pensée, ce qui est tout à fait autre chose. Donc, ce qui signifie simplement le fait de se défroquer, grosso modo, c'est le mot, c'est la tendance à se défroquer. En pareil cas, et c'est le plus fréquent, le communicateur n'est en réalité qu'un relais, aspiré dans le tourbillon de la communication, vidé de sa substance jusqu'à la moelle, induit à soutenir ce qu'il croit devoir être soutenu, jusqu'à oublier toutes ses pensées et toute son originalité. Exactement ce qui s'est passé en Italie et que j'ai l'impression que s'est passé ailleurs. C'est le sujet qui doit communiquer.
Il ne faut jamais oublier que c'est lui qui communique et les sujets, et que pour être tel, il a un message propre à envoyer, qui n'est pas celui d'autrui. Le message, pour être tel, doit se démarquer de la masse. Autrement, il n'y a qu'un intérêt. En plus, même techniquement, même pour quelqu'un qui soit simplement un arriviste, s'il ne dit pas une chose différente des autres, pourquoi il devrait être écouté? Il est efficace, il répond aux techniques de communication, et s'il est dans le langage compréhensible pour la cible, le message est inefficace si la cible atteinte, il se confond avec elle, perdant aussi son légitimité, son esprit perturbateur. Je fais un exemple. Si je veux dire aux gens, je suis pour la paix, même si tout le monde hoche la tête, je n'ai rien dit. Ils m'oublient. Si je vais dire aux gens, je suis pour la guerre, même si les gens se scandalisent, je vais quand même lancer un message. Je veux dire que pas qu'il faut lancer ce genre de message, mais pour expliquer, un message doit, il n'est pas tel si c'est de répéter ce que tout le monde répète de toute manière. Le pouvoir de nivellement des médias a tout rendu gris et a imposé aux différents sujets de s'adapter. À tel point que pratiquement personne ne se différencie plus des autres et que tout le monde dit mal et de façon mémorable la même chose, de la manière dont on pense que les cibles les appréciera. Or, ces mêmes choses ne sont rien d'autre que les messages codifiés par le patron de médias. En réalité, à moins d'être un employé de Goldman Sachs, de la Caritas, l'organisme de la conférence épiscopale italien, pour ne citer que ces exemples, il est impossible d'avancer dans la carrière politique sans se démarquer. Il est nécessaire de crever l'écran avec du sang et des couleurs, en exprimant avec originalité ce que l'on pense et que les gens ressentent. Il faut le faire de façon à ce qu'ils l'accueillent positivement et non de façon à ce qu'ils le refusent. N'est pas s'adonner à la langue de bois. Donc, je veux dire, l'alternative à se défroquer n'est pas de dire je te pète la gueule. L'alternative à ne pas se défroquer, c'est d'avoir une colonne vertébrale, un regard et un discours très fort, mais en même temps très compréhensible et véhiculable, qui aille travailler dans le bon sens, sur le bon sens de gens, sur le bon esprit d'exemple. Un exemple efficace, la communication de Casa Pound dans la période 2004-2007 est un exemple remarquable de communication réussie et doit être examiné avec attention. Des mannequins pendus devant les banques ou suspendus au-dessus des autoroutes et avec eux au cou les panneaux 30 ans de crédit attirent l'attention au niveau national sur la proposition de loi pour le crédit social. La communication comme rééducation. En d'autres termes, je dois communiquer et partager avec les autres ce que je pense. Non dire ce que les autres pensent pour être accepté par la masse. Sans quoi, il ne s'agit pas de communication, mais de rééducation de type soviétique où le sujet est en réalité un objet. En fait, souvent, on est dans une communication soviétique de deux côtés. Je vais maintenant enrichir le tableau des choses à faire par quelques précisions. Communiquer avec force. Moins nous avons de moyens à disposition, plus il est nécessaire que le message soit original, extravagant, provocateur ou perturbateur, scandale, ironie ou paradoxe. Il n'y a pas de format universel pour la création du message. Il dépend du résultat que l'on veut atteindre, étonner, choquer, attirer, enrôler, vendre, bouleverser, instaurer le doute, promouvoir une image. On peut, de temps en temps, avoir recours à un expert en la matière, mais à condition d'être en totale empathie avec lui et de faire en sorte qu'il ne décide pas par procuration. Autre chose qu'on a perdu dans le milieu politique. À l'endroit et à l'envers. Pour une minorité qui n'a aucun pouvoir, il est essentiel de toujours sortir du politiquement correct et de le faire de façon originale et sympathique. Jamais par le renversement du politiquement correct, qui est sa confirmation et qui, exactement comme dans le cas contraire, neutralise le sujet et annule le pouvoir communicatif. S'il y a un bon et un méchant, je ne sais pas, la Corée du Nord, c'est pas parce que j'aime pas celui qui est considéré bon que je dois considérer bon celui qui est considéré méchant. Parce que je ne fais pas autre chose que favoriser le discours d'imprimé du bon. Si SNN désigne quelqu'un comme la personnification du mal, il ne faudra pas prendre ces derniers comme un représentant du bien. Il faut sortir du moule, pas les consolider. Ainsi concerne les communications unidirectionnelles, articles, tracts, affiches, etc., il faut comprendre avant tout
qu'on ne s'adresse pas à soi-même, mais à des tiers qui ne sont pas nos clones. Le message, dans toute sa complexité, doit être donc simple. Par exemple, non au banquier de l'euro est un slogan à la fois simple et complexe, car il peut s'attaquer aussi bien à tous les banquiers qu'à ceux de l'euro seulement, ou attaquer l'euro ou ses administrateurs seulement. Il peut être lu de plusieurs manières. Dans tous les cas, il touche le vaste public. Enfin, j'expliquais là, grosso modo, que la façon de parler de Berlusconi était très efficace et que celle de Jean-Marie Le Pen était plus efficace que celle de sa fille, bien qu'on pense l'inverse, parce que le discours de Marine est plus facile et plus véhiculable, mais il fait moins attirance médiatique. Et il laisse un peu moins de résultats, au niveau de voix peut-être, mais il laisse moins de traces dans l'historique, dans le passage. Les entre guillemets bavures de Jean-Marie Le Pen ont toujours eu des effets politiques, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Les non-bavures n'ont pas de gros effets politiques. L'essentiel est que le contenu soit politique et pas seulement démagogique, qu'il fournisse ouverture pour l'esprit et pour l'action. Il doit être synthétique dans l'expression et si possible conclu avec un slogan qui toujours se répète. Quelques mois après la naissance de Terza Posizione, je me souviens d'une dame qui, prenant un de nos tracts, dit « Ah, c'est toujours ce que le front rouge ni réaction ». En trop peu de temps, nous avait été immédiatement identifiables. Je veux dire, il faut toujours qu'il marque un mot, quelque chose qui reste. Autrement, on se perd dans le rivage. L'image et les couleurs sont essentielles, comme la brevité de l'expression. Dans un écrit, il faut envisager que l'ouverture et la clôture soient identiques et contiennent la synthèse du discours. Si l'exposition est longue, il est nécessaire de fragmenter le texte entre l'ouverture et la clôture par des espaces blancs et ou des sous-titres. Cela invite la lecture alors que le texte condensé rebute. Autre chose, je m'en souviens que dans les années 80, nous avons lancé un centre d'études qui s'appelait Orientamenti e Ricerche. Nous sortions une petite revue de presse qui allait en Italie. Et alors, on avait fait deux choix. Premier choix, les photos n'étaient pas nécessairement au contenu de l'article, surtout quand l'article était un article de finance. Et deuxièmement, en ayant plein de problèmes avec tous les gens qui faisaient de la mise en page, on laissait plein d'espaces blancs à droite, à gauche, en bas, et en faisant plein de sauts. Et ce qui a été très utile parce que les gens comme ça ont lu les articles de finance. Si on le garde dans une très belle maquette, tout est parfait, c'est magnifique à voir, mais les gens qui lisent, ça rend beaucoup moins. Donc souvent, l'efficacité n'est toujours pas alliée avec justement la maîtrise technique de l'argument. La couverture de l'interlocuteur. Un autre système efficace d'apparente interactivité est la logique américaine créée par l'OSS et par la CIA, basée sur des questionnaires ou quiz. Il faut accompagné d'un travail de traitement de données pour ensuite tirer parti de la bilatéralité créée pour la communication. Un prétexte pour se rencontrer dans le but de proposer des questionnaires est évidemment nécessaire et ne doit pas être improvisé, autrement ce serait inutile. Alors, la question du questionnaire est très importante. Les Américains ont fait ça dans tous les camps de concentration. Ils ont fait pour avoir la vision psychologique du genre de personnage avec qui ils avaient affaire. C'était très utile après pour la gestion psychopolitique de leur pouvoir. Par contre, les questionnaires ont toujours une importance auquel nous ne pensons jamais. Je veux dire, je connais beaucoup de monde, mais souvent je ne sais pas quelle langue ils parlent, quels sont ses hobbies dans la vie. Je ne sais pas, par exemple, souvent qu'est-ce qu'il fait comme travail, à qui il travaille, etc. Un questionnaire bien fait, ça permet aussi de créer des réseaux pas mal, chose que nous n'avons pas tellement l'habitude de faire. Et sans compter que, voilà, s'il y a quelqu'un qui étudie le questionnaire, il y a des millions de possibilités à relancer. La communication à travers les réseaux sociaux donne l'impression de l'universalité, mais elle est fragmentaire, ghettoisée et circonscrite.
Il faut donc se garder de l'illusion de communiquer exclusivement à travers les réseaux sociaux. De plus, sur les murs, il est habituel de s'enliser dans des polémiques où les sujets qui s'échappent qui ne sont pas seuls, mais à la vue de tous. Il ne faut donc pas tant s'occuper de la réaction de l'interlocuteur que de celle des observateurs. C'est ça. Ça, c'est de la communication. Je m'explique. Souvent, pour des questions de... parce que les gens sont névrosés, complètement hystériques et détachés, il y a un élément quelconque, je ne sais plus, Poutine, l'Ukraine, la Croatie, la Chine, peu importe. Quelqu'un sort un truc, peu importe, et il y a immédiatement un autre qui commence à crier. Alors, après, on se commence à crier dessus, à se taper dessus, t'es un con. C'est pas ça. Il faut oublier que il faut considérer que la personne qui est en train de dire, de nous attaquer, elle n'est pas seule. C'est-à-dire, il y a des gens qui lisent. Alors, quand on lui répond, c'est pas à lui qu'on répond. Quand on lui répond, tout en répondant à lui, il faut parler aux autres. Autrement, on ne fait pas de la communication. Autrement, on fait du ghetto. Alors ça, c'est autre élément important. Les réseaux sociaux sont donc à considérer comme des vitrines ou des cartes de visite. Ce sont aussi des lieux de pêche en sélectionnant les commentaires et les fréquences des utilisateurs. Les débats sur Facebook sont au contraire d'importance minime et sont trompeurs, parce que si on tient le niveau de débat de ce qui se trouve sur Facebook, on peut arrêter de faire de la politique. Par contre, je vois quand je bouge pour les conférences, etc., il y a beaucoup de gens qui lisent ce débat, qui ne participent pas, mais qui réfléchissent. Donc, l'image qui est donnée par Facebook est souvent du pire. Il ne faut pas se méprendre sur le type d'action à entreprendre en ligne. Interview, interrogatoire. Dans le cas d'une interview, ce n'est pas un débat avec le journaliste qui passe à l'antenne, mais un triangle où ce qui compte est ce qui apparaît à l'écran au téléspectateur, pas notre prise de bec. Ça, c'est encore beaucoup amplifié, le même discours que je faisais par rapport de Facebook. Puisque le journaliste n'est pas un ami, mais un ennemi, souvent, c'est pas sûr, mais bon, l'interview sera un interrogatoire. Et son but sera de montrer que notre éducation est loin d'être acceptable. Il faut savoir d'avant quel mécanisme on se trouve et comment éviter d'en être la proie. Parce que nous sommes toujours presque, pas les coupables, enfin, sous accusation. Alors, important, ça c'est fondamental, tout le monde l'oublie. Qui questionne, commande. Surtout si c'est lui qui fait ensuite les montages. Il faut donc partir du principe que ce n'est pas à lui qu'on leur répond, ou à elle, ce qui est souvent le pire, mais qu'on l'utilise pour faire passer un message correct aux téléspectateurs. En premier lieu, répondre à une question inquisitrice par une réponse, quelle qu'elle soit. Si on me demande, es-tu, je ne sais pas, es-tu zoophile? Normalement, je répondrai non. Même ça va pas, parce que il est dessus. Alors, même si la réponse, si la question ne nous touche pas du tout, même dans ces cas-là, il faut utiliser quand même la technique. Répondre par une boutade ou pour une autre question. Ôter l'interview vers sa condition de supériorité psychologique. Pour prendre le dessus. On doit toujours prendre le dessus psychologiquement, mais avec ironie et politesse. Dans tous les cas, ne jamais donner l'impression de s'excuser ou d'essayer de disculper. Si vous accusez d'un rire des propos qui ne sont pas les vôtres, ne jamais agir sur l'impulsion de vouloir le rectifier. Rire et prendre le dessus. On aura toujours le temps de le rectifier, mais on ne devra jamais le faire en tant que subalterne qu'accusé qui se disculpe. Il est aussi contre-productif d'accuser les autres, comme de s'attaquer à ceux qui correspondent peut-être plus aux clichés que l'on vous adosse. On s'en sort qu'avec confiance en soi, ironie, bonne manière, inversement de rôle. Alors, je suis pas zoophile, mais l'autre l'est. Ça n'a jamais aidé personne. Le corps trahit les nerfs. Le langage du corps aide, mais il ne doit pas être forcé. Il faut toujours être bien dans son corps. Se présenter, bras ou jambes croisés ferme la communication. Se tenir rigide avec le torse bombé crée le rejet et n'est d'aucune efficacité.
Être décontracté, la cage thoracique ouverte, avec la sécurité de celui qui peut baisser la garde, s'avère gagnant. L'important est le sourire, la gaieté, le regard non féroce, surtout quand celui d'en face est agressif. Mais ça doit être une sérénité calme et forte. Il faut voir qui commande. Software et hardware. Ce sont là des instructions pour la défense. Pour une défense élastique basée sur la contre-attaque. Mais il y a d'autres techniques qui aident à réduire de façon exponentielle les attaques. Il s'agit de faire la distinction entre les hardware, les idées fortes, et les software, les langages transmissibles. Et nous venons au discours du départ. Avec un langage désinvolte, ni paranoïaque, ni altéré, on peut communiquer un hardware bien précis et non affecté, calmement, en subissant un nombre réduit d'attaques externes. Le meilleur exemple en est le centre d'études Polaris, qui a réussi à passer transversalement auprès des sociétés des politiciens, de l'OCHE et de l'ONU, en utilisant cette technique. So n'est pas fort. Quand on ne sait pas faire la différence entre software et hardware, c'est souvent parce qu'on n'a pas une totale connaissance de l'hardware et donc une complète adhésion à celui-là. C'est ainsi quand l'on s'extrémise et que l'on altère son langage, c'est contre-productif à tout point de vue. L'ironie du sort est que celui qui se lise dans les hard pour soutenir un discours, non seulement n'acquiert aucun consensus, mais il démontre que le hard est pour lui lié à l'extériorité et fait comprendre que ce qu'il recèle en lui est au contraire soft, dur à l'extérieur et mou à l'intérieur. C'est l'éternelle histoire de l'immaturité extrémiste. La différence entre radical et extrémiste, très bien dit par exemple par Lénine, et évident. L'extrémiste, ce n'est pas radical, l'extrémiste c'est quelqu'un qui est faible, qui est enfantin et qui a besoin de tenir un discours violent et une langue de bois pour pouvoir penser d'avoir une colonne vertébrale. Quelqu'un qui a ses racines, donc il est enraciné, donc il est radical, il n'a pas besoin de tenir un discours particulièrement virulent pour être ferme sur lui-même. Il l'est, donc il n'a pas besoin d'avoir de confirmation en lui parce qu'il les a déjà, et à ce moment-là, il peut être de toute façon serein et peut tenir un discours complètement plus ouvert et acceptable par les gens. Sans cela, c'est plié comme le font normalement les politiques. Ne pas congestionner. Une tentation à laquelle on succombe souvent est celle de faire un discours articulé, complet, global, à chaque fois que l'on est devant un micro ou une caméra. Cela est absolument inefficace. Les coups doivent être portés l'un après l'autre, et non tous en même temps. Cela congestionne. Une fois que l'on a marqué un point, on doit laisser entendre qu'on a beaucoup d'autres choses à dire au moment venu. En ce qui concerne le consensus, la même règle que dans les relations sexuelles s'applique. La sérénité consciente est gagnante, la névrose de prestation est perdante. Cela vaut aussi sur les réseaux sociaux, où l'on doit poster fréquemment, mais sans excéder. Autrement, on ne lira plus. Si je poste un statut tout le désert, j'ai le résultat que personne ne me lira pas. Rassurer fermement. Enfin, s'il est vrai, et ça l'est, qu'il est nécessaire d'être rassurant, quel que soit le message qu'on l'on promeut, rappelons que ce qui rassure réside dans l'aspect, la posture, la maîtrise de la langue, la personnalité, pas dans les déclarations rassurantes. Personne n'investirait un euro et encore moins risquerait sa vie aux côtés des personnes qui montrent l'obliquité et l'incertitude. Sujet veut bien dire sujet. Donc, ça doit être calme, mais calme, serein, mais fort. Déjà, là, on doit sentir la vérité, ou quand même la force. Résumons. À ce stade, il faut tirer parti des éléments fournis et savoir la différencier entre eux. Une fois que l'on a mis l'accent sur l'essentiel, c'est-à-dire sur le conseil de la communication et la nécessité d'exprimer un message non conditionné, on a parlé des messages écrits, des réseaux sociaux, d'interviews, etc. Il reste encore à établir la division des cibles, et donc comment adapter le langage à ces mêmes cibles, tout en exprimant le message non dilué avec efficacité. Il est évident qu'il faut continuellement se fixer l'objectif. L'objet de la communication n'est pas toujours univoque. On peut chercher des contacts d'élite, dans ce cas une différence s'ils sont porteurs d'une idéologie ou s'ils appartiennent à la société civile. On peut chercher des contacts de masse,
Dans ce cas, il faudra décider de quel rang et de quel endroit provient-il, quel langage parle-t-il, et enfin, qu'en faire. La propagande électorale est encore différente de celle pour un quelconque encadrement organisationnel ou celle de la contre-information. Elles peuvent être compatibles, mais des canaux différents et bien gérés sont nécessaires. Enfin, en premier lieu, s'emparer des techniques et de l'esprit de la communication, agissant toujours pour un message correct et sans être conditionné par le message dominant, ni par son inversion. Ça, répète, c'est très important, parce qu'on a l'habitude de renverser les messages. En second lieu, définir à chaque fois l'objectif que l'on poursuit. Conclure en s'assurant que l'objectif et les messages correspondent. Dorénavant, lors de ces communications, ne pas se limiter à faire ce que l'on a toujours fait, mais se demander continuellement si l'on est efficace et si l'on peut l'être encore plus. Merci. Voilà, merci. Maintenant, question, je vais répondre. Alors, déjà, parlons d'arts martiaux, je parle surtout de quand tu as quelqu'un en face. Parce que quand tu es en train d'écrire, il n'y a pas quelqu'un en face, donc c'est toi qui penses de dominer la chose. Alors, c'est surtout quelque chose qu'il faut faire quand il est en face l'interlocuteur qui t'attaque. Alors, l'art martial est lequel? C'est par exemple essayer de faire perdre la garde. Donc, il est en train de t'attaquer et tu sais où il va aller. Par exemple, il va t'accuser d'être fasciste. Soit tu dis oui, soit tu dis non. Dans les deux cas, tu as perdu. Par contre, si tu commences à faire un discours qui laisse penser que tu es en train de faire un discours qui va expliquer que tu n'es pas fasciste, il a baissé le cou, le bras, et à ce moment-là, tu dis, par exemple, tu peux dire, il y a très peu de gens qui sont fascistes chez nous, c'est pas, et puis bon, quand il est, et moi j'en fais partie. À ce moment-là, c'est toi qui as donné le coup. Parce qu'il a perdu, il va penser d'avoir donné le coup, mais il a perdu la force. C'est toi qui as donné le coup, et à ce moment-là, tu expliques ce que ça veut dire. Et c'est efficace. Et, je veux dire, et normalement, on sait en quoi ils vont essayer de t'attaquer, non? Par exemple, négationnisme ou pas, Deuxième Guerre mondiale, ou en fait, voilà. Alors, question par question, il faut savoir répondre. Et on ne peut pas répondre ni disons oui ni disons non. Alors, tu peux le faire en deuxième passage. Le premier passage, c'est qu'il faut déboussoler la personne, l'attaquant. Donc, l'attaquant est en train d'attaquer, tu fais barrage, tu penses d'avoir gagné, mais tu n'as pas gagné. Tu ne fais pas barrage, tu es perdu complètement. Par contre, tu fais semblant, tu le laisses croire qu'il t'a battu, et à ce moment, tu donnes le coup de mise à mort, et tu as gagné. Alors, la question, pourrais-tu développer software, hardware? Oui, c'est facile. Alors, le software, pour moi, c'est les discours. Le discours, c'est la façon dans laquelle on fait passer des notions. On fait passer des idées. Le hardware, c'est les idées. Je fais 3 exemples. Alleanza Nazionale tient un discours software, pour passer des idées qu'il n'y a pas. Software et software. Donc, c'est-à-dire, elle parle, je veux dire, ce sont des égaux à tous les égaux qui se parlent entre eux. Donc, ça n'a aucune importance. Un groupuscule d'extrême droite tiennent ou croient d'avoir un hardware, c'est-à-dire une idéologie forte, au moins ils pensent, parce que souvent, c'est même pas ça. Souvent, c'est un bric-à-brac d'images. Bon, disons, admettons que ce soit. Il tient un discours de langue de bois qui s'appelle hardware. Donc, à ce moment-là, il ne fait pas il ne se confond pas avec les autres, mais il se replie sur lui-même, il ne communique pas. En discours, quelqu'un qui a une Weltanschauung précise et qui sait de quoi elle parle, après il peut utiliser des termes tout à fait simples, une dialectique absolument normale, et faire passer des choses qui sont approuvées par tout le monde, parce qu'elles sont approuvées par tout le monde, par un software. Sans aller jusqu'à ce que c'est le cas des Polaris, je m'en souviens quand il y a eu la première fois les élections dans les lycées en Italie. Et dans mon lycée, bon, je venais de sortir, dans mon lycée, on m'a demandé de préparer le programme de la liste, disons, d'extrême droite, grosso modo, appelons-la comme ça. Et alors, j'ai piqué par des auteurs absolument impossibles
à, à dire, un ensemble de choses. Je les ai prises, je les ai adaptées d'un point de vue de la dialectique, et ça fait ils ont fait le tour de l'école, même le président de l'école, qui était un gauche, de centre-gauche, il a dit, regardez, regardez, finalement, un programme vraiment démocratique de la part de l'extrême droite. Alors qu'ils avaient su que les personnages qui avaient écrit ce programme, ils se seraient tiré une balle dans la tranche. Alors, ça, c'est le software. Le software, c'est de faire passer dans un langage commun des choses très fortes si on a un hardware. Autrement, si on n'a pas l'hardware, on fait software, donc on fait rien. Et s'il n'y a pas le software, on fait hardware, donc on parle pas. Voilà. D'autres questions? T'en prie. Pas de questions? Ah non. C'est pas possible. Alors, il nous recommande les neuroesclaves de Marco della Luna et Paolo Scioli. Je sais pas, mais c'est en français, ça existe en français. Voilà, les neuroesclaves, oui, bien sûr, on met les écrits. Mais le petit livre que je... Bon, évidemment, il faut parler espagnol, mais le petit livre que je... Ça, c'est très bien fait. Vraiment très bien fait dans tous les sens. Même le langage, la capacité de communication, c'est vraiment chapeau. Que préconisez-vous, stratégie forme pour nos intervenants en assemblée politique? L'assemblée plénière, c'est une assemblée de... Oui, mais où les gens peuvent parler? Ah, vous pouvez parler? Ah, c'est la démocratie en France. Je n'étais pas au courant. Ça dépend de quelle est l'assemblée plénière. Un conseil régional, oui, ça dépend. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Bon, je crois la meilleure solution dans ces cas-là, c'est la technique des agites propres. Donc, la technique des agites propres. La technique des agites propres est assez simple. On trouve déjà un personnage contre qui on se concentre. Donc, on va chercher à trouver un seul personnage, pas 25 000, qui peut être, c'est possible, drôle de quelque manière ou grotesque. Et on peut essayer de le piquer tout le temps, non de façon virulente, mais en posant des questions, en le ridiculisant. Et quand on a ridiculisé les personnages, on peut passer de passages aussi là-dedans sur des hypothèses. Ça, c'est la façon dans laquelle, par exemple, a toujours marché l'agitation, marché les agites propres communistes. C'est peut-être pas trop joli parce que pourquoi ridiculiser quelqu'un alors qu'il y a beaucoup qui le méritent. Mais une chose qui est très importante, ce n'est pas les faire un débat du sens de façon agressive. Pourquoi? Parce que ça marche pas. En revanche, si on arrive à faire monter la mayonnaise petit à petit pour que les choses deviennent, parce qu'il y a une tension, à ce moment-là, on peut vraiment prendre une attitude intelligemment virulente, essayer de gagner de gens. Ça oui, mais pas un premier impact. Le premier impact, pour moi, c'est toujours important que ce soit... faut gagner quand même la sympathie de gens. Donc, je pense que c'est très important l'ironie et c'est très important justement de... voilà, je n'arriverai pas à la dérision parce que la dérision n'est pas très traditionnelle, mais l'ironie, oui. Mais c'est constaté toujours sur un cible, ce qu'ils font toujours. Donc, les gauches cherchent toujours, ils personnifient toujours. Et c'est bien parce que ça concentre. C'est bien techniquement, je veux dire. Puis encore, évidemment, si je ne sais pas de quelle région vous êtes, mais si jamais vous avez quelques munitions pour vous, c'est par exemple, je ne sais pas, c'est une question que vous avez des contacts avec l'organisation des agriculteurs ou de pêcheurs ou de quoi que ce soit, alors évidemment, il vaudrait mieux essayer d'attaquer la personne qui plus pourra être l'ennemi de cette organisation, de façon de pouvoir aussi faire connaître après dans la foulée les revendications de la catégorie de laquelle on parle. Ça serait parfait. Bon, ça serait quelque chose de beaucoup plus politique, mais maintenant je ne sais pas. D'autres questions? Gimmick silence, oui. Alors justement, Olaf, c'est une belle question. Comment faire avec la dynamique silence? La dynamique silence, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend surtout du fait que, évidemment, souvent,
ça dépend du fait qu'on n'a pas d'amis. Je veux dire que si on commence à traiter les journalistes, parce que nous partons très souvent du fait que les journalistes sont tous des vendus. Ce n'est pas si vrai que ça. Donc, je veux dire, si on commence à cultiver les journalistes, à avoir des relations à choisir, etc., je pense qu'il y aura des passages qui se feront, parce que souvent les choses se font par amitié, par relation humaine. Je parle de relation humaine, c'est pas une question que les journalistes soient camarades. Par contre, si on veut vraiment faire passer quelque chose, on revient à la question de la provocation. Donc, il faut rompre l'écran pour une minorité qui n'a pas de possibilité. Il faut quelque chose d'assez significatif. Alors, par exemple, en Italie, il y a eu les pantins qui ont été pendus, qui a fait parler beaucoup. Il y a eu les gens qui ont coloré des rouges la fontaine de Trevi qui a fait parler beaucoup. Il faut inventer des choses comme ceci si on veut vraiment passer, mais on peut le faire une fois, deux fois, pas 20 000 fois. Si c'est pour faire passer euh, ses propres dépêches à niveau de parti politique ou mouvement politique, c'est pas si facile. Donc on peut y arriver qu'avec une fois un coup comme ça et de la connaissance d'autres journalistes. Par contre, il y a une autre technique qui est très importante, qu'il faut toujours étudier tout ce qu'ils ont fait. Je veux dire que si une agitation est faite par les partis tels ou par les syndicats du parti tel, on ne va pas en parler. Mais si on arrive à créer de groupes sociaux complètement neutres dans l'imaginaire et dans lequel nous tenons une bonne partie des leviers, si c'est le comité je ne sais pas, j'invente des poissonniers ou de vendeurs de bois, là, ils vont avoir immédiatement de l'espace parce que ça ne crée pas un problème. Donc, je pense que si on représente des réalités qui sont réelles en soi, qui ne sont pas confondues avec les partis politiques, on passe. Si on lance des choses style, je répète, la fontaine de Trevi ou le pantin, on passe. Et si on a des amis, si on arrive à cultiver des amis, on passe aussi. Alors, comment faire lorsque l'ennemi ou la sottise sont dans notre propre camp? Je pense que ça a toujours été comme ça toujours comme ça. Donc, on peut pas éviter parce que notre camp n'est pas différent que les autres d'un point de vue. Enfin, il est différent que les autres, mais il se compose d'êtres humains et avec tous les défauts, les qualités de la question. En plus, souvent la sélection se fait à l'inverse. Alors, il faut simplement travailler pour faire une autre sélection et pour s'améliorer, pour créer des choses qui émergent par rapport à d'autres qui n'émergent pas. Et on ne peut pas empêcher au con d'être con. Il faut peut-être essayer de ne pas faire comme le con. Juste question. Alors, il me demande qu'est-ce qu'on fait des émotions que, surtout dans un débat public, est-ce qu'il faut les cacher ou il ne faut pas les cacher? Par exemple, la colère. Aujourd'hui, dès que quelqu'un se met en colère, il est considéré comme un excité, mais donc les gens ne se mettent pas en colère. Mais par contre, la colère peut être un bon élément de rassemblement même. Alors, je pense là aussi qu'il faut voir dans quel cadre on parle. C'est-à-dire, si c'est un entretien télé, ça dure 2 minutes. Alors, si dans ces 2 minutes, il faut voir quel est le but que nous avons. Si dans ces 2 minutes, je veux dire, je n'ai rien à foutre de ce qu'ils pensent les autres, mais je dois raconter, par exemple, les agriculteurs qui sont énervés, avec qui je dois travailler, aller, par exemple, faire quelque chose dans un jour. Alors, je m'en fous de faire passer le langage, de faire passer le discours aux autres. Je dois parler aux agriculteurs. Donc, à ce moment-là, c'est très bien. C'est bien de faire voir la colère immédiatement. Si, par contre, on parle d'un débat, c'est-à-dire un débat, par exemple, on est assis, il y a des gens qui parlent de la natalité, de qu'est-ce qu'il est bon de prendre plus d'immigrés, qu'est-ce qu'il est moins bon, etc. Je pense que la meilleure façon, ce soit d'avoir une maîtrise dans laquelle on arrive à être surtout ironique, relativement froid, et de temps en temps, on peut avoir 1 seconde ou 2 secondes de colère et le rattraper. Pour ça, on voit qu'on est quand même capable de s'énerver, mais qu'on n'a pas perdu, on n'a pas fondu. Mais c'est toujours ça. Je pense que la façon, la principale,
dans ce genre, surtout quand on est isolé, c'est l'auto-ironie et l'ironie vis-à-vis des autres. Ça, je pense que c'est l'arme meilleure. Si on pense ça sans rigoler, on est perdu. Mais les grands médias cherchent uniquement à nous descendre jusqu'à un certain point, je veux dire. Ça dépend les grands médias, normalement, ne considèrent pas du tout. Alors, et les gens qui cherchent à nous descendre, c'est pas toujours le cas. Je fais un exemple. On me dit toujours la France n'est pas l'Italie, l'Italie n'est pas la France, mais j'ai vu aussi avec des journalistes français que c'est pas si vrai que ça. Alors, quand nous tenions la gare d'honneur de Benito Mussolini, entre autres, on va probablement rouvrir cette année, un jour, nous avons été contactés par Repubblica, qui est un peu entre Le Monde et Libération. Et il est venu nous connaître le vice-directeur de Repubblica, qui était, je ne sais pas qui est, je pense qu'il est encore vivant, franc-maçon, fils d'un partisan et représentant du Parti communiste à Repubblica. Donc on ne peut pas avoir mieux. Donc normalement, il était venu pour nous descendre, c'était le cas. Simplement, il est arrivé, on est allé déjeuner, on a parlé calmement, on a rigolé, on est devenu presque potes, et ça ne vous souvenez plus où il était. Résultat, c'est que le jour après, 2 jours après, le temps de faire l'article sur la gare d'honneur de Benito Mussolini dans la République. Donc, je veux dire, chose qu'à droite, ça n'a jamais été pareil. Ça commençait, peut-on les appeler nostalgiques? Ce serait comme appeler les franciscains nostalgiques de Dieu. Alors, c'est pas toujours sûr que les gens qui nous détestent n'arrivent pas à être séduits. Ne partons pas du fait que le mec, puisqu'il est, surtout si c'est des hommes, hein, je ne veux pas parler sans homosexuels, je veux dire, les femmes sont plus hargneuses que les hommes normalement. Mais bon, ceci étant dit, ne partons pas toujours du fait qu'on a en face un ennemi, qu'il faut le tuer, autrement il nous tue, etc., etc. Souvent, sous la veste, il a autre chose. Donc, si on arrive à communiquer comme il faut, souvent on le désarme. Alors, je pense qu'il n'y a aucun problème à répondre aux grands médias, évidemment, si on sait ce qu'il faut dire. Autre chose, importante, très importante, quand vous avez affaire avec, vous savez très bien qu'ils peuvent changer vos propos, alors parlez à ce moment-là presque par slogan, avec de phrases très petites, très courtes, et dans lesquelles on ne puisse pas trop changer. Évidemment, il y a des risques, dans le sens qu'un jour, ils sont venus m'interviewer pour une télé sur le terrorisme des années 70. Ils m'ont posé quelque chose comme 50 questions. J'ai répondu à toutes les questions de cette manière. La seule question qui est passée, c'était, à l'époque, c'était dangereux. Et je dis oui, bien sûr, on se tirait dessus. C'est la chose qui est passée. Parce que tout le reste, ils ne voulaient pas le faire passer, ils ne pouvaient pas le couper, ni l'utiliser mal. Bon. Mais bon, donc c'est pas sûr. Mais au moins, je n'ai pas été utilisé contre moi. Alors, sachez toujours qu'il faut aussi que la phrase soit la plus brève possible et qu'elle ne soit pas utilisable contre vous.